Putain, c'est tout ce qu'Amphibia aurait dû faire. Je vous jure, c'est quasiment l'opposé diamétral de ce qu'Amphibia a fait en matière de ton, en matière de gestion de la situation. C'en est sidérant. Je trouve ça sidérant de voir cette différence. En même temps, ça les met à part, hein, ces séries, c'est clair. Hein. Il y en a une qui fait de la merde, l'autre qui fait quelque chose de bien. J'adore trouver une occasion de chier sur Amphibia parce que c'est la pire série que j'ai vue en réac. Mais je vous cache pas que c'était rafraîchissant et c'était pas parfait non plus. Il y a des petites choses à redire, notamment le fait évidemment que ça aurait pu se faire en plus de temps et qu'ils ont fait avec les restrictions de seulement 3 épisodes de 45-50 minutes. Donc oui, il fallait finir tout ça, boucler tout ça dans un seul épisode, ce qui fait que certains trucs vont peut-être un petit peu vite. Et encore, je trouve que vous avez su bien gérer votre temps. Il n'y a aucun moment, j'ai l'impression que c'est trop rushé. C'est juste que, voilà, ça aurait été peut-être un peu plus fort avec plus de temps alloué, mais c'est pas non plus comme si c'était complètement expédié et qu'il n'y avait pas de poids dans ce que vous montriez non plus. Donc ça, c'est quand même très bon. Très bon sur les bords. Et ouais, cet épisode, en gros, c'est juste Luz et ses amis qui vont être bloqués sur Terre avant de retrouver un portail pour retourner au royaume des démons. Alors ça, c'est un mini détail rapidement, mais est-ce que ça avait déjà été appelé comme ça avant, le monde des démons? Parce que là, ça dit, en fait, c'est des démons. Hein, la race des démons, c'est pas forcément qu'ils sont méchants, mais c'est le nom de leur race, voilà. Ok. J'ai pas souvenir que c'était particulièrement spécifié avant cet épisode, mais là, ça le dit bien. Donc, ouais, ça commence pile poil où ça s'est arrêté dans l'épisode de la fin de la saison 2, avec notre groupe qui arrive sur Terre, et Luz qui vient voir sa mère. C'est clair et net que ces retrouvailles sont un peu jolies, sont faites un petit peu vite, et ça fait partie des petits détails où tu te dis, ah, ça aurait pu gagner en intensité en prenant plus de temps là-dessus, mais ça, c'est bien jonglé sur ça, en sachant bien mettre en scène une ellipse après coup. Il y a un petit montage, une ellipse, où notre groupe commence à s'installer chez la mère de Luz, et se fait un petit peu à cette vie. On vit dans une maison, on apprend un petit peu les us et coutumes, on essaye un petit peu de jouer sur ce portail avec notre magie, on n'y arrive pas trop. Il y a Vi qui est présente et qui peut plus facilement se nourrir de magie vu que les autres sont là et qu'ils ont directement de la magie. Toutes ces petites choses qui et de bien appuyer la petite dynamique qui se crée avec un montage majoritairement très efficace. Le seul petit bémol, voilà, je vais dire ça, il y a 3 vrais problèmes pour moi dans cet épisode. Voilà, et qui sont pas gravissimes, mais qui sont un tout petit peu gênants. Le premier étant le plus bénin, c'est le fait qu'on se sente obligé de faire le côté poisson hors de l'eau pour nos personnages, et donc qui doivent agir comme des glandus face à quelque chose qu'ils découvrent. Et il y a Amity et Willow qui découvrent un réveil matin et qui croient que c'est un truc satanique qu'il faut détruire, ce qui est complètement con, vu que vous avez déjà des équivalents à des tonnes de technologies bien plus avancées que ça dans votre monde, mais ah mon dieu, un réveil matin, c'est complètement con, hein, je suis désolé. À un moment donné, il y a la mère de Luz qui, après plusieurs mois, ils sont là depuis plusieurs mois, hein, l'ellipse montre ça, il sait toujours pas de quoi ils se nourrissent. Est-ce que vous mangez du sang? Est-ce qu'il y a ça? Elle sait toujours pas. Elle a pas pensé à leur poser la question pour savoir exactement. Non, je sais pas. C'est un peu con pour moi. Il y a un moment où Amity sait pas comment ça fonctionne, des casiers. Voilà, et elle a peur de ça. Elle dit, regarde, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Alors que c'est pas du tout une sorcellerie, c'est de la blague forcée, qui c'était vraiment pas nécessaire. Je trouve que c'est un petit peu gros. Au-delà de ça, on va donc avoir nos personnages qui se posent, alors que, il y a surtout y avoir... Au-delà de ça, va donc y avoir nos personnages qui se poseront, qui essaieront régulièrement de faire quelque chose pour se sortir de là. C'est bien appuyé, contrairement à Amphibia, où c'est quasiment jamais appuyé, à part vers la fin où ils se disent « Ah, peut-être qu'un petit peu, faudrait y penser ». Déjà un bon point, ça. Et qui... commence un petit peu à se faire à ce monde. Il y a Gus qui est un petit peu content, on le fait très vite. Je pense sincèrement que vous auriez pu faire un peu plus sur Gus dans l'absolu, mais c'était pas le plus vital à montrer. Et on va grandement se centrer sur le ressenti de Hunter et de Luz.
parce que Hunter se sent mal de sa situation. Il sait que c'est un clone du frère chasseur de sorcières de Bélos, ou Philippe. Ouais, ça a jamais été super clair, mais maintenant ils le savent de façon claire. C'est bien de le préciser. De toute façon, il va y avoir, j'en parle tout de suite, puisque bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est dans le désordre. Il va y avoir une petite visite lors de Halloween, ça va se passer à Halloween, la fin de l'épisode, où il va y avoir la légende des frères Witherbane. Donc Philippe et son frère Caleb. Et ouais, quoi, on explique un petit peu enfin d'où ils pourraient provenir, qu'est-ce qui aurait pu les amener ici. On raconte enfin une légende qui expliquerait un petit peu d'où ça vient. Et dans un sens, c'est satisfaisant. C'est un petit peu de la grosse coïncidence, mais c'est très satisfaisant. Comme justification, d'où ça sort, ce genre de choses. Et un petit peu pourquoi il a cherché à recréer son frère à travers ses clonages. C'est quelque chose qui n'a jamais été ultra clair dans le peu que vous montriez entre ces deux-là, et donc c'est cool de l'appuyer un petit peu, même indirectement via ça. Et ça aurait été suffisant, je trouve, pour justifier les ambitions, les motivations de Bélos. Malheureusement, on va montrer un peu plus du gamme. Je vais en parler un petit peu plus de ça. Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il se sent super mal, quoi. Il veut pas partager ça parce que c'est quelque chose dont il a particulièrement honte. Et il y a également Luz qui ressent un peu la même chose, mais c'est vraiment de la culpabilité grandement pour elle, parce qu'elle veut pas avouer à ses amis qu'elle est responsable, sans le vouloir, mais elle a été responsable de ce que Bélos a pu accomplir, parce qu'elle l'a aidé dans le passé. Et voilà, il y a cette espèce de poids qu'ils gardent l'un pour l'autre qui est très intéressant. Et qui va vraiment être le cœur émotionnel de cet épisode. Il va y avoir un autre cœur émotionnel qui est vraiment pas mal aussi, où on se recentrera un petit peu plus sur la mort du père de Luz, et comment ça l'a affecté, comment ça l'a amené à être un petit peu plus spéciale dans son côté social, même si elle l'était déjà un petit peu, mais voilà, elle a été influencée par son père, et évidemment que lorsqu'il est mort, quand elle était toute jeune, ça l'a un petit peu impacté, quoi. Et ça a aussi impacté la mère de Luz, qui, alors qu'elle se retrouve à devoir gérer 6 enfants maintenant, elle n'avait pas prévu ça de base, et ben elle a encore ses réminiscences. Il y a un moment très, très fort, très intense, où elle a ce cauchemar, où elle voit un petit peu sa fille s'amuser. Elle trouve ça amusant aussi, elle trouve que c'est sain pour elle, seulement tout le monde trouve que c'est pas bien, et donc elle a un petit peu ce poids qui lui revient aussi d'avoir une fille qui, d'après le regard des gens, n'arrive pas à bien s'adapter. Alors que le problème, c'est pas tellement elle qui est vraiment néfaste, mais c'est les gens qui n'arrivent pas à accepter qu'elle soit à part. C'est très intelligemment fait, et le fait que plus ça avançait dans son cauchemar, plus elle sentait qu'elle devait suivre le moule, et le fait qu'elle se sente très coupable de ça aussi, parce que c'est un peu ça qui l'a amené à amener sa fille à choisir de passer du temps dans ce qu'en était, et donc toute cette situation qui est venue donc de façon très fortuite au tout début de la saison 1. Ça, c'est un truc, comme je l'ai dit, j'espérais vraiment, mais vraiment, hein, que on justifie ça un petit peu mieux que comme par hasard. Mais vraiment, l'épisode 1 de la saison 1, je le dis clairement, ça se sent qu'il n'a pas été grandement pensé en détail pour la suite. C'est évident pour moi. Il y a une différence de qualité et de recherche assez énorme entre le début de cette série et sa fin. Hein, c'est assez sûr. Et étant donné que le début n'a pas été bien pensé par la suite, et ben la suite a pas beaucoup jonglé sur ce début, et oui, enfin bref, c'était pas du tout un problème avec cet épisode, c'est juste histoire de dire. Hein. Donc, ouais, cette culpabilité, ce lien entre ces deux-là, et le fait que on n'amène jamais vraiment sur le tapis cette promesse que Luz a faite à sa mère, même si c'est clairement présent, quoi. Elle pense ça, elle le veut un petit peu, qui amènera un petit peu à une certaine conclusion dans cette décision de sa mère. J'ai trouvé ça très intéressant. Et vraiment, oui, il y a vraiment ces 3 couches de culpabilité, de moments forts autour de ces 3 personnages-là en particulier. Les autres un petit peu, mais voilà, ils sont là
Ils sont là comme soutien, ils regrettent un petit peu leur monde parce que leurs parents sont plus là, et évidemment il y a quelque chose de touchant aussi chez ces quatre autres là, évidemment, c'est sûr, et même j'apprécie beaucoup le fait qu'on fasse participer Evie de façon assez active. Elle est plus apte au monde humain parce qu'elle a plus d'expérience, elle sait plus de trucs qu'eux, elle les suit un petit peu mais elle est plus timide, et il y a cette petite expérience aussi de ce qu'elle a vécu. On jouera un petit peu sur plus cette bibliothèque, ce coin où elle a été enfermée. Par la suite, on joue sur ces différents personnages, mais les trois sur lesquels on va vraiment se centrer émotionnellement, ce sera vraiment Luz, sa mère et Hunter. Donc Luz, elle va avoir cette espèce de petit moment très déprime où elle se sent tellement mal, elle est énervée contre elle-même de ce qu'elle a fait. Parce que elle est bloquée sur Terre, elle a bloqué ses amis sur Terre qui ont une vie ailleurs. Et ouais, donc et les amis dans la même situation qu'elle l'a été pendant un petit moment, à un certain degré, et elle sait pas ce qui se passe du côté du royaume des démons. Ça fait toujours bizarre maintenant de savoir que c'est comme ça que ça s'appelle, le monde des démons. Bref, elle sait pas ce qui se passe, c'est juste que c'était assez horrible quand elle est partie, et qu'est-ce qui se passe pour King, qu'est-ce qui se passe pour Eda, pour les autres. Voilà, et donc c'est normal dans sa position d'être complètement sur les nerfs, et on l'appuie très bien, on l'appuie très bien. Au bout d'un moment, il y a même ce passage où elle finit par se dire, mais avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai apporté de mal, parce que je suis en fin de compte, je n'ai fait qu'empirer les choses. Si je n'avais pas été là, ça ne serait jamais arrivé. Ce serait mieux que je ne parte pas. Et elle finit par prendre sa décision, qu'elle consigne sur un petit vlog, journal intime, qu'elle se fait sur son ordinateur. C'est très très fort ça aussi. Et il y a Hunter, bien entendu, qui sent très coupable à un certain degré, mais plutôt pas trop lui-même par rapport à ce qu'il est, et aussi le fait que il est un petit peu habité par l'essence de Bélos. Ah ouais, ça c'est un truc sur lequel on va jouer, et c'est un truc que je tenais à appuyer parce qu'il y a une personne qui m'a repris en commentaire, mais tu sais que c'est important de remettre le gars, et je dis pas que c'est une mauvaise chose de remettre le gars, c'est juste un petit peu peur que leur mettre trop en avant Bélos, alors qu'il y a un autre antagoniste et qu'il reste que 3 épisodes assez longs, mais que 3 épisodes, ça risque de faire un petit peu trop. Ça entache, ça empiète sur le reste. C'est tout ce que j'ai dit. Je dis pas que c'est forcément mauvais de le remettre en avant. Je dis juste que, ouais, si vous aviez le temps. C'est ça le truc. Et dans l'absolu, moi je suis vraiment pas contre qu'on fasse juste une sorte de duel d'esprit dans la tête d'Hunter qui finissent par s'affermir plus, se valider davantage en finissant par le rejeter complètement parce que c'est vraiment sa part sombre quoi, et qui finissent par se libérer totalement de son emprise. Et donc cette idée elle a été bien instaurée dans l'épisode avec un passage, une transition que j'ai peut-être pas super bien vue, c'est sans doute ma faute, où on montre qu'il y a ce petit reste de Bélos qui rampe un petit peu, qui prend possession de corps d'animaux, et je sais pas, j'ai dû louper le passage, j'ai dû pas faire gaffe à un petit moment, quoi, où apparemment c'est rentré dans Hunter après tous ces mois-là, ou alors c'était déjà rentré dans Hunter et il a fallu plusieurs mois pour que ça commence enfin à agir. Je pense que c'est plutôt ça, quoi. Le reste de Bélos, c'est baladé d'animal en animal, et au bout d'un moment ça a touché Hunter. C'est pas super clair en fait, parce que j'ai loupé un petit peu cette partie-là. Ou alors ça habitait toujours Hunter, il reste encore un reste de Bélos en plus de celui qu'il y a dans Hunter. C'est pas clair. Voilà, c'est sans doute moi qui ai loupé un détail. C'est 3 fois rien cette partie-là. Mais ouais, quoi, il est un petit peu habité par ce reste de Bélos. Et donc, il a des visions. Alors qu'il commence à se faire petit à petit posséder par son esprit. Et donc, voilà, il devient un peu paranoïaque. Enfin, c'est l'impression qu'il a, alors qu'il en parle un petit peu à Luz. Et il y a beaucoup de moments très, très forts sur lesquels je ne m'appesantis pas, mais il y a vraiment des moments assez juste, qui appuie vraiment le développement de ces relations. Et évidemment, il y a des trucs qui sont maintenant donnés, quoi. La relation entre Luz et Amity, elle est donnée. Maintenant, c'est juste carré, c'est cadré, donc ça se passe très bien. Mais il y a aussi vraiment l'amitié entre Gus et Hunter qui est un petit peu appuyée, où on voit le gars s'inquiéter pour lui. On voit que Luz finit par vraiment s'être approché de lui, il le considérait comme de la famille, ce qui le fait pleurer, quoi, parce qu'il sent vraiment qu'il a une place quelque part maintenant et que ça représente quelque chose. C'est un très beau moment aussi autour de Hunter, c'est très très beau ça.
Il y a beaucoup de moments comme ça, alors que sa possession prend corps petit à petit et que, bien entendu, ça crée un petit suspense. Donc, ça, c'est très bien. C'est vraiment très très bien rendu autour de ces trois personnages-là. Et parallèlement, on va donc y avoir nos autres personnages importants qui, en plus de Hunter, d'ailleurs Hunter va être un petit peu là, qui vont découvrir, grâce à son amulette, au-dessous du plancher de l'endroit où il y avait le portail au départ, un plan vers un autre portail qui est activé. Ça tombe bien. Alors, Lamilette, zut, j'ai pas retenu son nom, c'est un petit peu important, ça m'embête un petit peu. Oh, j'espère que vous m'en tirerez pas trop rigueur. Lamilette a mis je sais pas combien de temps pour, pour becter le plancher pour qu'il trouve ça. C'est quand même assez dingue. Et ouais, pourquoi, alors qu'on montrait qu'il avait une certaine connexion avec Hunter, pourquoi il lui a pas dit hey, je perçois quelque chose sous le plancher. Enfin, il lui a pas fait comprendre directement. Est-ce que vous recherchez sous le plancher? Non, il a fait ça lui-même. Il avait une intuition, il n'était pas sûr, sans doute. C'est un détail, trop rien ça. Ils ont découvert une carte, et étant donné que ça fait plusieurs mois qu'ils ont fait pas mal d'essais infructueux, ils veulent pas donner à l'use de faux espoirs tout de suite, et donc ils décident de partir tout seuls. En quête d'informations là-dessus. Donc ça fait quelques mois qu'ils sont présents et ils comprennent pas certains trucs humains basiques, une fois de plus, ce détail-là. Et après quelques recherches un petit peu partout, ils finissent par partir. À part aller là, je ne sais plus exactement l'endroit où Vi a été enfermée. Et la dirigeante qui a remplacé le gars, parce que oui, le gros méchant de l'épisode en question, c'est juste un gros taré qui a été viré et qui est considéré comme un chieur. D'ailleurs, il y a un passage que j'ai trouvé très superflu, un petit peu. Je prends pas ça comme un défaut important, mais voilà quoi, il y a une représentation lors d'Halloween avec un faux procès de sorcière. Et il y a Gus qui s'interpose en jouant un rôle lui aussi, mais en utilisant quand même sa magie pour transformer les jambes de l'inquisiteur en jambes de chèvre démon, un truc comme ça quoi. Et donc tout le monde pense que c'est du spectacle, mais c'est pas du spectacle. Il a vraiment transformé les jambes du gars, il a pas fait de contre-sort pour ça. Ou alors c'est un sort qui dure quelques secondes, je sais pas trop. Et, et, et personne ne se pose plus de questions sur ça. Même le gars, quoi, le gars qui était pris par ça, Et c'est juste pour montrer que le connard du fameux épisode où Vi est apparu, et ben en fait il est toujours là, tout le monde le prend pour un taré, quoi. Voilà. Je trouvais ça vraiment superflu en fait, et c'est pas grave, mais vu que vous aviez pas des masses de temps, ça aurait pas été plus mal d'utiliser ces 30-40 secondes sur autre chose. Vraiment, c'est vraiment histoire de pinailler un petit peu. Donc le petit groupe fait sa petite quête, et sur la fin, donc au dernier endroit évidemment, il tombe sur une fille qui comprend un petit peu le principe du rébut qu'ils ont eu. C'est-à-dire que ouais, ils n'ont pas compris que c'était des énigmes très typiques humaines qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, apparemment. Et grâce à quelques petits points d'aide, ils arrivent à savoir que ça parle de sang de dragon. Et grâce à un petit peu la providence, ils savent que ça se trouve à un certain cimetière. Ça tombe bien. C'est amené acceptablement. C'est pas le plus extraordinaire de l'épisode, mais c'est amené acceptablement. Donc ils ont une piste. Et ils se disent, pendant Halloween, puisque ça arrive, on va faire en sorte de faire une surprise à Luz. On va se balader tranquillement, comme si de rien n'était, mais on va lui dire à la fin, ah, il y a un truc qu'on a trouvé pour revenir dans le monde. Mais à la fin, ils vont lui dire, ah, t'as vu, on a trouvé un moyen d'entrer. Surprise. Mais j'en parlais un petit peu de ça, parce que le problème, c'est pas tellement ça que, voilà, durant donc cette petite tournée d'Halloween, va y avoir déjà la mère de Luz qui tombera sur ces vidéos de façon un peu fortuite, mais oh, ok, ça s'accepte, pour comprendre un petit peu ce qu'elle veut faire, se dire, ah mon Dieu, elle est vraiment malheureuse, elle part sur quelque chose qui la rendra malheureuse. C'est très important, ça appuie vraiment le fait qu'elle place le souci de son enfant, le bien-être de son enfant avant tout. C'est très bon ça, j'en parlerai à la toute fin ça. Et il y a Hunter qui continue d'avoir ses visions en croyant que c'est encore Bélos.
Et il se dit, tiens, il y a quelque chose de grave, et peut-être que c'est en lien avec ce sang démon qui est proche, que le sang démon, quoi. Ah, ils t'ont pas dit, mais je te le dis tout de suite, là, ils ont prévu de t'amener quelque part où il y a du sang démon pour pouvoir en faire rentrer. Ah, dingue! Il n'y a pas de veine que ça tombe peu de temps après que j'ai décidé de rester sur Terre, moi. Ouais, ok, très bien. Ce serait cool qu'on trouve ce sang démon avant eux. Et je pige pas. Je pige vraiment pas le principe, parce que euh, si elle pense pour l'instant que Bélos est toujours un petit peu présent et il reste une menace, pourquoi ils iraient pas tous ensemble? Pourquoi ils diraient, ah tiens, on va piquer la carte et y aller avant eux? Et j'ai pas compris la logique derrière ça. Vraiment pas. Hein, de la part de Hunter comme de Luz. C'était juste histoire de les séparer rapidement pour créer plus de drame. Et j'ai pas trouvé ça très, très malin à faire. Je veux dire, ça aurait été tout aussi. Ça aurait pu être amené de la même manière si tout le monde avait été là. Tout le monde avait suivi le mouvement. Donc j'ai pas des masses compris ça. J'ai trouvé que c'était forcé pour pas grand chose. C'était le deuxième point négatif important de cet épisode pour moi. Mais bon, voilà, donc en suivant cette piste tous les deux, il y a Hunter qui finira par être de plus en plus rattrapé par la présence de Bélos en lui, sans doute parce qu'il est à proximité du sang de Titan. Et il y a aussi un truc que j'ai trouvé cool avec Luz qui comprend que la proximité du sang de Titan active plus la magie. Et donc, en utilisant ces petits sorts de lumière, elle voit s'ils sont plus puissants, ça veut dire qu'elle se rapproche du sang de Titan. C'est très malin ça. C'est ces petits moments de réflexion que j'aime bien aussi. Donc il se rapproche assez du sang de Titan et puis il finit par être totalement submergé par Bélos. Enfin totalement, pas totalement, mais bien quoi. Bélos, ça finit par prendre le contrôle de son corps. Et ouais, elle a un petit peu peur. Lui, elle se dit, ah vous êtes revenu. Et alors qu'il bataille un petit peu, ben il y a les autres qui arrivent. Avec la mère de Luz et Evie, quoi, dire, ah mon dieu, il y en arrive. Et puis le moment où il dévoile, ah après tout, tu m'as aidé, tu es importante pour moi. Quoi, tu l'as aidé? Et donc elle se sent mal. Il y a un combat un petit peu rapide. Et je pense que ça aurait dû être là, la fin de Bélos. Voilà, c'est un problème important en sachant que va y avoir que 2 épisodes après ça. Ça aurait pas été si important que ça, mais voilà, maintenant que vous avez donné les détails de l'histoire de Philippe et son frère, et donc la raison de pourquoi ce clonage spécifiquement, tout à peu près, hein, on a à peu près toutes les réponses maintenant sur Bélos, grâce à ce que vous avez fait qui était plutôt bien amené, je vois pas l'intérêt de continuer à le garder en fait. Mais après un petit combat où tout le monde se met un petit peu en avant, j'apprécie le fait que Vi essaye d'utiliser son pouvoir d'absorption de magie, c'est quand même un petit peu, c'est de la base à faire. Et il finit par se sortir de Hunter qui lutte un petit peu contre lui, alors qu'il se jette un petit peu à l'eau, Hunter pour qu'il se barre complètement de son corps. Et donc il y a la mère de Luz qui plonge à son secours, c'est un très bon moment ça aussi, ça montre sa responsabilité. On voit que après cette période-là, elle s'est attachée à ses enfants, elle les voit un petit peu comme des enfants en plus, quoi. C'est très bon ça. Enfin bon, ouais, il y a malheureusement à ce moment-là, Bélos qui finit par quitter le corps de Hunter et être sa propre entité totale maintenant. Il redevient une créature à craindre qui va un peu faire chier en plus de ce qu'il y a à affronter. Et je sens que ça va empiéter sur le conflit contre les collectionneurs. On n'a que 2 épisodes pour être vraiment mis en avant, mais en plus de ça, vous allez mettre ce méchant en plus à côté. Et je trouve que c'est pas nécessaire, vraiment pas. Si vous aviez eu plus de temps, je dirais, ok, banco, allez-y, mais non, en 2 épisodes, ça va pas être satisfaisant. Je sens que ça va aller trop vite. C'est de la crainte que ça me porte, ce truc-là. C'est le petit souci. Mais bon, ouais, il active la porte, il finit par se barrer pour de bon dans le monde des démons. Parce que voilà, il y avait une porte en plus du centre de Titan, quoi, juste à côté, c'est pratique, hein. On ne peut pas revenir pile poil à la porte de la cabane, il y a directement une porte, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Et voilà, alors qu'il part, il y a Luz qui s'apprête à dire à tout le monde qu'elle se sent mal de ce qu'elle a fait. Elle finit par avouer un petit peu à tout le monde qu'elle est responsable et qu'elle est prête
en assumer les conséquences, en me retirant définitivement du monde des démons. Mais bon, avant qu'elle aille jusqu'au bout, il y a sa mère qui dit, elle devra partir avec moi. Elle a décidé de partir avec moi pour vous aider. Et putain de merde, oui! Oui! Putain, c'est ça qu'Amphibia aurait dû faire, merde! On voit cette mère qui veut le bien de son enfant et qui se rend compte que si elle décide de jouer la sécurité, de rester sur Terre, elle va juste être malheureuse toute sa vie. Et donc bien entendu, elle peut pas laisser ça comme ça. Mais elle peut pas non plus rester bêtement sur Terre en disant vas-y, ma grande petite va y arriver, je suis avec toi. Bien entendu qu'elle va pas rester comme ça. Elle va la suivre et elle va l'aider. Merde! C'est ça, bordel, que les parents auraient dû faire dans Amphibia. Excusez-moi, mais c'est juste, tu vois le premier jet foireux et tu vois le jet réussi après coup, ça, tu te dis le jour et la nuit quoi. Parce que, à part quelques blagues un peu chiantes, ça s'est centré efficacement sur les sentiments des personnages, sur leur situation, le besoin régulier de chercher un moyen de sortir de là, et à appuyer des rapprochements de personnages dans ce monde qu'ils découvrent, efficaces. Tout ce qu'Amphibia n'a pas fait dans la première partie de sa saison 3. C'est dingue de voir qu'on a su si bien cocher toutes les cases que la première série a su complètement rater. C'est énorme ça, je trouve ça énorme. Donc ouais, hein, et pas photo une seule microseconde sur la supériorité d'une série par rapport à l'autre pour moi, mais vraiment pas une seule microseconde quoi. Même si ça va trop vite par la suite, c'est sûr que c'est 1000 fois mieux que ce qu'Amphibia a proposé. Et donc ouais, alors que Amity et les autres lui disent c'est pas grave, je serai toujours de ton côté, et le futur j'aimerais bien l'avoir avec toi, c'est très mignon ces petits moments comme ça, c'est toujours réussi ces deux-là. Tout le monde dit un petit peu au revoir au monde humain, sauf Vi qui décide de rester un petit peu pour jouer le jeu, ce qui est plutôt malin parce que là tout le monde disparaît et qu'est-ce qu'on va faire? Elle va essayer d'un petit peu de calmer un petit peu le jeu du côté humain, parce que là il faut bien qu'on donne une excuse à pourquoi lui et sa mère sont plus là. Donc c'est plutôt bien fichu, ça se termine même sur une blague que j'ai trouvé un petit peu drôle dans le concept puisqu'elle n'était pas stupidement exagérée. Tout le monde finit par partir un à un, et ouais, c'est là que ça se termine. Bon, le monde humain est terminé, maintenant, en avant vers le grand conflit contre le grand méchant collectionneur, le haut niveau de magie, la confrontation des âges, les retrouvailles avec ses deux plus proches amis dans ce monde-là après ces quelques mois, donc ça risque d'être un petit peu important, cette ellipse, comment ça les a changés, possiblement, tout ça. Ça me hype pas mal. Et comme je l'ai dit, le seul problème que j'ai, c'est que en 2 épisodes, ça risque d'être un petit peu court pour toutes les possibilités que ça offre, surtout autour du grand méchant, surtout avec le fait que le méchant qu'on a jusqu'à présent, il est toujours pas capoute alors qu'il devrait l'être pour moi. Mais ça me hype quand même pas mal. Et vous avez fait une très bonne introduction à comment nos personnages ont été séparés de l'action pendant un temps appréciable et comment ça les a impactés. Vraiment. 1000 fois mieux qu'Amphibia, une fois de plus. Et je suis plutôt confiant, en dépit du fait que ça risque d'aller un peu trop vite, je suis plutôt confiant pour la suite. A bientôt pour l'épisode 2 de la saison 3. Bye!